faut pas rêver à la découverte de toutes les cultures sur France 3 avec les espaces culturels Leclerc. Que s'est-il passé il y a 20 ans jour pour jour? Remontons le temps de l'actualité. Soir 3, 20 ans, tout de suite sur France 3. Vous êtes assez sexy pour un gadjo. À quoi? Il n'était pas fait pour se plaire et pourtant... Il y a les gitans, puis il y a les gadjos. Valérie Caprisky, Faites quoi dans la vie? Ok. Claude Brasseur. Mais c'est intéressant ça. Moi, les bonnes femmes, il faut pas qu'elles m'emmerdent. Bonjour l'aventure. Par amour, il devient ennemi public. Bilu! Entrez de combat! Arrêtez-moi cette fille! Elle l'a ensorcelé. Fais-moi du lait, un contrepoison, un médecin, faites quelque chose. Approchez, mesdames. Elle va lui donner une seconde vie. La gitane, demain à 23h10 sur France 3. Sur France 3, 2003-1983, ça s'est passé il y a 20 ans exactement. Lech Walesa veut jouer carte sur table avec le gouvernement polonais. Vous ne pouvez pas sortir de la crise sans nous, alors dialoguons, dit-il. Politique française de défense, la priorité reste accordée au nucléaire dans la loi de programmation militaire adoptée ce matin par le Conseil des ministres. Au même Conseil, un projet de loi qui interdira les jeux de hasard, et en particulier les jackpots, installés dans les cafés. Le nouveau film de Alain Resnais, La vie est un roman, ouvre une polémique à laquelle Henri Chapier apportera sa pierre tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est visiblement une nouvelle stratégie qu'a exposée ce matin Lech Walesa devant une cinquantaine de journalistes occidentaux entassés dans une petite pièce de son appartement à Gdansk. Une nouvelle stratégie, d'abord parce que l'ex-syndicat Solidarité, officiellement hors la loi, brave le gouvernement militaire en lançant un appel clandestin aux ouvriers pour les inviter à descendre dans la rue le 1er mai. Lech Walesa a dit du reste qu'il serait des leurs ce jour-là. Nouvelle stratégie surtout à cause des termes employés par M. Walesa dans cette conférence de presse où il a lancé un appel au gouvernement. Il faut créer, dit-il, des bases sincères de dialogue et pour cela rétablir le pluralisme syndical, l'autogestion ouvrière et les libertés civiles. Nous demeurons, ajoute Lech Walesa, une force morale sans la participation de laquelle la Pologne ne pourra pas sortir de la crise. Pour sortir de cette crise, il faut que le pouvoir dise toute la vérité. Nous vous tendons la main pour résoudre les problèmes de la Pologne. Nous ne voulons pas renverser le gouvernement, ajoute M. Walesa, mais c'est lui qui a rompu le dialogue avec nous. Alors pour analyser ce discours qui est tout de même important de Lech Walesa, nous avons demandé à Alexandre Adler, qui est historien et qui connaît bien ces pays, de nous dire d'abord si, à votre sens, c'est bien une orientation nouvelle pour Solidarité et pour Lech Walesa. Oui, c'est une orientation nouvelle par rapport à ce qui avait eu lieu depuis plusieurs mois, c'est-à-dire une difficile reconstitution à la fois d'une organisation légale et du maintien d'une organisation illégale de solidarité. Dans ces conditions, il n'y avait pas eu de proposition importante faite par le syndicat dans les semaines qui précèdent. Cela dit, la proposition de Walesa correspond à une ligne que lui, certains de ses conseillers, comme le professeur Guiremec, ont exprimée pendant des mois et des mois avant l'état d'urgence et que l'état d'urgence a empêché de réaliser en partie. Donc on ne peut pas dire que Walesa fasse un tournant à 180 degrés. Simplement, il considère que les circonstances maintenant imposent une initiative politique d'assez grande ampleur. Et quelle garantie a-t-il que cet appel, cette main tendue soit considérée ? Alors, il n'en a bien sûr aucune, mais d'abord, le ton, l'insistance faite sur le lien qu'il y a entre le développement du mouvement et la première visite du pape en Pologne font qu'on peut tout à fait penser que Walesa n'a pas agi sans s'être consulté avec les autorités religieuses les plus importantes en Pologne. C'est une première garantie. La deuxième chose, c'est l'inverse, c'est l'absence de garantie. Tous les Polonais ressentent bien une certaine confusion, une certaine contradiction dans l'attitude du gouvernement polonais, et au-delà, sans doute l'Église catholique a-t-elle des informations là-dessus, il est clair que l'Union soviétique elle-même manifeste une oscillation entre deux lignes politiques, en particulier en politique étrangère. Alors il y a certainement de la part de Walesa la volonté de primer le dialogue avec les forces réalistes
qui existent dans le gouvernement polonais, de leur proposer une issue, de leur donner le moyen, si elles en ont la possibilité, dans la bataille actuelle qui se joue sur tout le camp socialiste, de trouver une ouverture dans le sens de ce qui se faisait avant l'état d'urgence. C'est donc une grande initiative politique et une initiative que je considère comme très responsable. Et vous voulez dire, en gros, quand vous disiez qu'il y a 2 lignes en Union soviétique et qu'il y a sans doute aussi 2 lignes en Pologne, en gros une ligne d'Andropov en Pologne, c'est ça? Voilà, Andropov était lié étroitement avec un homme comme Kania, qui a pesé de tout son poids pour la signature des accords de Gdansk. Ça, c'est certain. Il a de bons rapports avec le général Jaruzelski. Et de toute évidence, le groupe Andropov en Pologne, mais aussi en Tchécoslovaquie, comme il l'avait essayé en Hongrie après 1956, cherche une normalisation qui ne passe pas par le maintien de méthodes ouvertes de brutalité. C'est aussi le cas en Tchécoslovaquie. Par conséquent, sans doute, veut-on, du côté de l'Église, du côté de Solidarité, essayer, sans trop d'illusions, de tirer le maximum de cette situation et de ne pas jouer la politique du pire. Ça me paraît parfaitement intelligent. Merci Alexandre Adler. Liban, 3 jours après l'attentat meurtrier contre l'ambassade américaine à Beyrouth, on continue de dégager les morts. Dernier bilan toujours provisoire, 66 victimes. Le ministre libanais des Affaires étrangères, Elie Salem, reproche indirectement ce soir à Israël de prendre prétexte de cet attentat pour dicter sa loi. La seule façon d'assurer la sécurité au Liban, dit M. Salem, c'est que toutes les troupes non libanaises s'en aillent. Peut-être une prochaine mesure de clémence en faveur de Philippe Ogoyard, le jeune médecin français emprisonné en Afghanistan. Les autorités afghanes ont écrit au Comité des libertés et des droits de l'homme, présidé par Georges Marchais, pour dire qu'elles envisagent une réduction de peine pour M. Ogoyard. Reprise des combats aujourd'hui entre des troupes vietnamiennes et des Khmers rouges au Cambodge, près de la frontière thaïlandaise. La Thaïlande vient de protester officiellement auprès de l'ONU contre les actes d'agression commis ces dernières semaines par l'armée vietnamienne sur son territoire. La Thaïlande, dont le paysage politique a changé au début de cette semaine, puisque des élections législatives anticipées ont modifié la composition de la Chambre. Ce sont les partis centristes qui l'ont emporté, alors que les candidats soutenus par l'armée ont essuyé un revers électoral. Jusqu'ici, les militaires étaient nombreux dans le gouvernement thaïlandais. Le nouveau gouvernement qui sortira de cette coalition, qui sortira de cette élection, verra leur influence diminuer, même s'il faudra nécessairement recourir à des alliances pour le former. Il y a 14 partis politiques en Thaïlande qui vont de l'extrême droite à la gauche libérale. L'armée ne devrait donc plus jouer le même rôle au sein du nouveau gouvernement thaïlandais, mais dans ce climat de guerre qui couvre aux frontières, Henri Donat, elle n'a sans doute pas tout de même dit son dernier mot. Oui, c'est à partir de 1932, lorsque la monarchie a perdu ses pouvoirs absolus, que l'armée a commencé à jouer un rôle important en Thaïlande. Alors de 1932 à 1973, l'armée va effectuer 10 coups d'État, dont la moitié réussiront. En 1973, pour réagir contre cet état de choses, les étudiants, soutenus par une grande partie de la population, vont descendre dans la rue. Ce sera une véritable révolte. L'armée va regagner ses casernes et puis pendant 3 ans, les civils seuls vont exercer des responsabilités dans le pays. Mais l'armée n'a pas dit son dernier mot car elle est bien organisée. Elle jouit de privilèges considérables. Ajoutez à cela son goût de la démagogie, son sens de l'intrigue et une demi-victoire remportée sur la rébellion dans le nord-est du pays. Vous comprendrez pourquoi l'armée va revenir en force et peser plus lourdement sur les affaires du pays. Mais l'armée n'a pas dit son dernier mot, donc, et sa grande faiblesse en définitive en Thaïlande, c'est ces divisions internes qui sont dues essentiellement à des ambitions personnelles. Mais on peut dire que le jour est bien lointain en Thaïlande où l'armée va accepter de son plein gré que les civils seuls exercent des responsabilités. Merci Henri. À propos de l'armée, la nôtre a vu son profil dessiné pour les années à venir ce matin par le Conseil des ministres qui a adopté le projet de loi de programmation militaire qui porte sur la période 84-88 et qui sera soumis au Parlement à la session de printemps. Les orientations définies confirment la priorité accordée à l'armement nucléaire et à la réorganisation de l'armée de terre. Fernand Tavares. Ce nouveau projet de loi de programmation militaire réaffirme la priorité donnée aux forces nucléaires, amélioration des composantes à la fois stratégiques et tactiques, de façon à renforcer la crédibilité de notre dissuasion. Le calendrier, en 1985, mise en service d'un 6e sous-marin nucléaire lanceur d'engins. En 1988, mise en chantier d'un 7e sous-marin du même type, mais d'une génération nouvelle, et commande de missiles Sol-Sol Hades qui équiperont un nouveau régiment en 1992. La réduction générale des forces armées en hommes, 35 000 personnes, sera échelonnée sur 5 années. L'armée de terre, vous le voyez, subira à elle seule une ponction de 22 000 hommes.
Cette décision, a-t-on précisé au Conseil des ministres, n'affectera pas les personnels d'Active actuels. La nouvelle armée de terre sera valorisée par la création d'une force d'action et d'assistance rapide, rassemblée autour d'une puissance d'hélicoptères anti-chars et de blindés. Pour la marine, le renouvellement de la flotte de surface est prévu dans ce projet et pour renforcer notre capacité d'action, 3 sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire supplémentaires seront commandés, cela en fera 8 au lieu de 5, un porte-avions nucléaire également, ainsi que les 16 premiers exemplaires du programme Atlantique Nouvelle Génération. Armée de l'air, modernisation et maintien de l'ensemble des avions de combat, amélioration de la détection à basse altitude des attaques aériennes et protection renforcée des bases. S'agissant de la bombe à neutrons, la réalisation du projet n'est pas inscrite dans ce programme. Le président de la République prendra seul, plus tard, sa décision. À ce propos, j'ajoute qu'on a appris aujourd'hui que la France avait procédé hier soir à un nouvel essai nucléaire souterrain sur l'atoll de Mururoa dans le Pacifique. Toujours au Conseil des ministres, le gouvernement a adopté aussi ce matin un projet de loi présenté par Gaston Defferre qui va porter un coup fatal aux machines à sous installées dans les bars. Il ne s'agit pas d'interdire les flippers ou les jeux vidéo. L'interdiction concerne ces machines baptisées jackpot, des jeux de hasard qui permettent en principe de gagner des parties gratuites, mais en fait de gagner de l'argent. 55 000 machines de ce type sont en service en France. On estime que le chiffre d'affaires réalisé par ceux qui les exploitent est de 13 milliards de francs. Une bonne partie de ce pactole tombant dans la poche d'une mafia qui n'hésite pas souvent à rançonner les patrons des bars. À propos d'argent, le dollar continue de grimper à la bourse de Paris. 7,38 francs aujourd'hui, c'est un nouveau record qu'il a battu là. Commentaire de Jacques Delors cet après-midi à l'Assemblée nationale au cours de la séance des questions orales. Le plus grand désordre règne sur les marchés d'échange. La hausse du dollar entrave la reprise de toutes les économies occidentales. Face au mépris affiché par les États-Unis sur ce chapitre, dit le ministre de l'économie, l'Europe doit montrer qu'elle existe. Fin aujourd'hui de la réunion du comité central du Parti communiste français, 2 jours de débat pour aboutir à une résolution finale où les communistes réaffirment leur ligne de participation au gouvernement et lancent également un appel à la mobilisation et au dialogue avec les Français. Un grand débat national que l'on rassemble en une formule, partout aller vers les gens. Quant au climat à l'intérieur du Parti communiste, Maxime Grémetz indique que la stratégie actuelle du parti n'est contestée par aucune organisation interne. Écoutons M. Grémetz. Ce comité central se tient après un large débat dans toutes les organisations du parti, sections, cellules, fédérations. Et le constat que nous avons pu faire, c'est que précisément, il n'y a pas une organisation du parti qui se prononce contre l'action actuelle du Parti communiste français, c'est-à-dire sa participation responsable au gouvernement et en même temps l'affirmation de ses positions. Monsieur Marchais, c'est monsieur 15%, monsieur 10% ou selon vous un peu plus? Non, ça ne se pose pas comme ça. Je dirais le Parti communiste français, c'est 16% 81, début de remontée, et les élections municipales l'ont démontré. Eh bien, nous voulons travailler à la fois à mettre cette force au service des objectifs qui sont les nôtres et qui sont ceux des Françaises et des Français, d'où ce grand débat national que nous avons décidé, et en même temps, nous voulons renforcer l'influence du Parti communiste. L'Assemblée nationale a abrogé la nuit dernière en deuxième lecture le projet de loi sécurité, la loi sécurité et liberté, mais elle a ajouté à la loi nouvelle un amendement qui autorisera la police à prendre des photos et des empreintes digitales au cours des contrôles d'identité. Les députés communistes et ceux de l'opposition ont voté contre cet amendement la nuit dernière. À Luxembourg, la négociation sur les prix agricoles, suspendue ce matin, a repris en début d'après-midi. Elle se poursuit toujours en ce moment. On ne semble pas s'acheminer vers un accord rapide, en particulier sur la question du démantèlement des fameux montants compensatoires monétaires défavorables aux agriculteurs français. Le point de la négociation ce soir avec notre envoyé spécial.
S'il fallait de deux mots caractériser le climat ce soir à Luxembourg, ce serait progrès et pessimisme. Progrès parce que les nouvelles propositions en matière de prix se rapprochent des demandes françaises. Progrès aussi parce qu'après l'échec de la nuit dernière à 2h30 du matin, les négociations ont repris ce soir à 17h20 sur de nouvelles bases jugées intéressantes. Progrès parce qu'il est presque acquis que l'augmentation moyenne des prix agricoles en France, sur la base de ce compromis, serait de 8 à 8,5%. Mais c'est encore loin des 12% demandés par les agriculteurs. Pessimisme par contre, car la tension est montée d'un cran. Nous avons assisté à un raidissement de l'attitude allemande et de son ministre, M. Kichler. Ce compromis est pour elle inacceptable car il aboutirait à un gel des prix et notamment du lait. Quant à diminuer ces montants compensatoires monétaires positifs de 3 points ou plus, il n'en est pas question. La France est de moins en moins seule à demander un démantèlement plus sérieux et la position de l'Allemagne, intransigeante, renforce son isolement. Les positions sont tellement tranchées ce soir que les discussions de cette nuit ont peu de chances d'aboutir à un accord, à moins d'un nouveau texte. La crise n'est plus très loin. Une longue nuit donc pour les ministres de l'Agriculture des 10. Le 15 de France n'ira pas en tournée en Afrique du Sud, cette fois-ci c'est sûr. Albert Ferras, le président de la Fédération française de rugby, qui avait demandé l'arbitrage de François Mitterrand, a reçu aujourd'hui une lettre du président de la République lui disant que la décision de Madame Avis ne saurait être remise en cause. Albert Ferras s'incline, il doit être reçu prochainement par le chef de l'État. Le chef de l'État qui, par ailleurs, s'est rendu tout à l'heure à l'archevêché de Paris, répondant à l'invitation de Monseigneur Lustiger, qui fêtait son accession au cardinalat. Les deux hommes se sont entretenus en tête-à-tête pendant un court moment. Le cardinal Lustiger s'est déclaré très sensible à cette démarche du président de la République. Et nous en arrivons à notre page cinéma avec le nouveau film d'Alain Resnais intitulé « La vie est un roman ». Une comédie sur le thème de l'utopie dont le point de départ est le suivant. Avant la Première Guerre mondiale, le comte Forbec fait édifier un palais du bonheur. Alors le comte Forbec, vous allez le reconnaître dans le film, dans cet extrait, c'est Ruggiero Raimondi en compagnie, dans ce bref extrait de La vie est un roman, en compagnie de Fanny Ardant. Cette demeure sera la vôtre, mes amis, aussi bien que la mienne. Quand elle sera achevée, une fête immense nous réunira à nouveau. Et nous célébrerons alors mes noces avec celle que j'ai élue entre toutes, ma fiancée bien-aimée, Livia. Ma vie est un roman d'Alain Resnais. Alors Henri, un nouveau film d'Alain Resnais, c'est toujours un événement. Est-ce que c'en est un cette fois-ci encore, à votre avis ? Oui, c'est un événement d'autant plus que cela crée une polémique. Alors, je crois qu'il faut tout de suite dire que Resnais, il a déclaré, mais enfin tout le monde n'est pas obligé de lire tous les journaux, que c'était une comédie de mœurs dans un sens assez fin, bien sûr, ce n'est pas exactement une galéjade. L'extrait qu'on vient de voir nous situe le film dans une époque déterminée, avant la guerre de 14-18. Mais en fait, Resnais va jouer sur plusieurs époques à la fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'à travers, mettons, 60-70 ans d'histoire, eh bien, il s'en prend toujours aux utopies. Ce qui est un peu surprenant, Jean-Jacques, c'est qu'il s'en prenne un peu aux utopies actuelles. Par exemple, à l'utopie de l'enseignement laïque, parce que dans le film, il y a une espèce de congrès d'éducateurs, enfin je résume ça très vite, et là il se passe des choses assez extravagantes qui sans doute vont choquer beaucoup de gens. Et on va reprocher à Alain Resnais le fait de se payer un peu la tête des théoriciens. Or, comme nous sommes dans une époque où on dit beaucoup de choses qui ressemblent à des théories comme ça figées, eh bien on va en conclure que Resnais a fait un film contestataire, voyez-vous. En fait, ce n'est pas du tout cela. C'est un film intelligent, ambigu, qui fait rire, qui est peut-être par moments un tout petit peu snob formellement.
Voilà, ça laissera peut-être quelques personnes à la porte, par un parti pris chanté, par exemple. Mais enfin, c'est à voir absolument, et c'est un événement. Chanté, je crois, sauf par Raimondi, justement, paradoxalement. Ah, absolument. Ce sont des chœurs. Enfin, ça reprend en quelque sorte la vox populi, la voix du peuple. D'ailleurs, vous avez vu, c'est à peu près un chœur qu'on entendait derrière les protestations qui accompagnaient la proclamation de Raimondi. Merci Henri. La vie est un roman, donc le nouveau film d'Alain Resnais. Les sports maintenant avec Daniel Leclerc et cette Coupe d'Europe de football avec un match particulièrement sujet à incident ce soir. Oui, il y en a eu pas mal dans la rencontre Lotz-Juventus de Turin, mais tout de suite je vous propose de voir sur nos panneaux tous les résultats de ces demi-finales retour des différentes coupes européennes. Dans la Coupe des Champions, la finale opposera donc la Juventus de Turin à Hambourg le 25 mai à Athènes. Dans la Coupe des Coupes, nous n'avons pas le résultat Real Madrid-Austria de Vienne car la rencontre a débuté à 21 h et pour l'instant, seul le qualifié pour la finale, les Écossais d'Aberdeen, dès hier soir, après avoir été battus à Watershire. Dans la Coupe de l'UEFA, le Benfica de Lisbonne jouera la finale contre Anderlecht par match aller et retour les 4 et 18 mai. Mais revenons-en à la Coupe des Champions avec le match Lotz-Juventus de Turin. Les Italiens avaient pris un avantage de 2 buts au match aller. Ce soir en Pologne, ils ont réalisé le match nul 2-2, un match qui a été marqué par des incidents assez graves. Voici quelques extraits de la partie. 32e minute sur un exploit personnel de Michel Platini qui dribble 3 joueurs. Paolo Rossi trompe Linarzic. 1-0 pour la Juventus de Turin. Au ralenti, on apprécie mieux l'exploit personnel du Français. Et à cet instant de la partie, il faudrait que les Polonais marquent 4 buts aux Italiens. Autant dire qu'ils sont écartés de la finale. 1-0 pour la Juventus de Turin, c'est le score à la mi-temps. Les Polonais égalisent à la 53e minute de jeu sur ce corner remise en retrait de la tête de Wojcicki pour Surlit qui marque dans une forêt de jambes. Et puis 2 minutes après, ce sont les incidents. L'arbitre de touche a été blessé au cuir chevelu et ici un suspect est emmené Manu Militari. Mais finalement, après un quart d'heure d'interruption, la partie peut reprendre et à 10 minutes de la fin, sur une énième faute du défenseur turinois Gentile, un coup franc à la limite de la surface de réparation tiré par Surlit qui trompe Zoff avec la complicité du mur. 2-1 pour Lotz, mais 3 minutes plus tard, sur une contre-attaque italienne, Boniek est fauché par Linarzic, le gardien polonais. C'est le pénalty indiscutable transformé par Michel Platini. 2-2, la Juventus est toujours invaincue en Coupe d'Europe et jouera donc la finale contre Hambourg le 25 mai prochain à Athènes. Et voici le juge de touche, la vedette involontaire de cette rencontre. Et le dernier résultat qui me manquait vient de me parvenir. Le Real Madrid disputera donc la finale des Coupes des Coupes contre les Belges d'Anderlecht, puisque les Espagnols ont battu Austria 3-1. Et demain, dans notre première édition de Soir 3, spéciale Coupe d'Europe avec tous les buts de la soirée. Merci d'avoir suivi ce journal. Excellente fin de soirée sur la 3 et à demain.